Il fait froid ce soir. J'irai bien au Sento. Ah, les Sento, ces fameux bains publics japonais. Des mois que mon proprio m'en parle, qu'il me tanne pour que j'y aille, persuadé qu'ils vont finir par disparaître au profit des salles de bain privées. Il est toujours un peu alarmiste. Il m'a décrit les Sento dans leurs moindres détails. La chaufferie, le mur séparant les hommes et les femmes, en passant par le bandai, la petite cabine du personnel d'accueil. C'est fascinant. Il a juste oublié un petit détail. Je n'ai pas le droit d'entrer. Sur ce papier, il est écrit qu'il est interdit d'entrer dans l'établissement si on a un tatouage. Et pas de chance, j'en ai un. Vous le savez déjà peut-être, mais au Japon, les tatouages ont une mauvaise image. À plus forte raison lorsque l'on parle de Hilezumi, ces tatouages traditionnels qui couvrent de larges parties du corps. En 1872, et ce jusqu'en 1948, la loi interdisait même carrément d'en avoir un. La modernisation du pays s'accommodait à l'époque assez mal de ces tatouages considérés comme des œuvres primitives, et le Japon souhaitait protéger son image et faire bonne impression sur l'Occident. Bien sûr, sans trop de surprise, la tradition du tatouage a continué en secret, autant auprès des étrangers venus au Japon pour en apprendre les techniques, que chez les criminels ou autres parias qui y trouvaient là un signe distinctif. En 1948, sous la pression des forces de l'occupation, le tatouage est redevenu légal, mais cela n'a pas suffi à effacer des années d'images négatives. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, des entreprises japonaises de bains publics, de sources chaudes ou de clubs de fitness refusent les clients tatoués. Leurs armes ? Des lois, d'autres lois. Comme cette loi relative aux bains publics du 12 juillet de l'an 23 de l'ère Showa, qui permet aux établissements de bains publics de refuser l'entrée aux personnes pouvant transmettre des maladies ou des infections. Vous sentez venir la chute ? Le tatouage, c'est fait par micro-lésions grâce à des aiguilles, et le risque sanitaire permet aux établissements de leur appliquer cette loi. Sacré paradoxe, lorsque l'on sait que depuis 2001, le ministère de la Santé japonais autorise seulement des fournisseurs de soins de santé à percer la peau avec une aiguille et y insérer de l'encre. Mais bon, j'imagine que tous les moyens sont bons pour endiguer les tatouages au Japon. Bref, j'ai pas le droit d'entrer. C'est assez ennuyeux. Pour ne rien vous cacher, je trouve ça assez discriminant par rapport à mon apparence physique. Je dirais même que c'est assez injuste. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Laisser tomber ? Pas trop mon genre. Protester ? Oui, pourquoi pas. Mais comment ? En votant ? En faisant la grève ? En manifestant ? Non. Seul, l'effet de ma contestation se réduirait à peau de chagrin. Il faudrait que je trouve un moyen d'attirer l'attention, de me faire entendre, d'être écouté. Et si j'entrais quand même dans ce bain public en guise de protestation ? Et si, plutôt que d'accepter cette loi sur les bains publics, je décidais de lui désobéir ? Après tout, de Nuit debout aux paysans du Larzac, en passant par les faucheurs volontaires, les antipubs ou autres réseaux éducation sans frontières, je serais pas le premier à désobéir à une loi jugée injuste. Loin de là d'ailleurs. Que ce soit pour l'Antigone de Sophocle ou pour les femmes romaines qui luttaient contre les restrictions vestimentaires de leur époque, l'idée de résistance à la loi semble avoir toujours existé. Au XVIe siècle, Étienne de la Boétie, écrivain humaniste et poète français, en démontrait même toute l'efficacité. Dans son discours de la servitude volontaire, cet ami intime de Montaigne soulignait que le pouvoir d'un État repose entièrement sur la coopération de la population. Autrement dit, à l'instant où la population refuse d'obéir, l'État n'a plus de pouvoir. Intéressant. Cette résistance à la loi a connu un nombre incalculable de formes, mais ce n'est qu'en 1849 qu'on entend pour la première fois parler de désobéissance civile, dont on attribue la paternité au philosophe et naturaliste Henry David Thoreau. Alors que l'esclavage règne dans le sud de l'État américain et que la guerre contre le Mexique fait rage, Thoreau décide en guise de protestation de refuser de payer une taxe à l'État. De son expérience de désobéissance et de son séjour en prison qui en suivra, naîtra son célèbre essai « Résistance au gouvernement civil », rebaptisé quelques années plus tard par son éditeur « Désobéissance civile ». À l'époque, la désobéissance civile était davantage une forme d'objection de conscience, une démarche individuelle qui permet de rester en accord avec sa propre conscience. Comme un antimilitariste qui refuserait de prendre part à une guerre ou de contribuer aux recherches du secteur militaire alors même que la loi l'y oblige, parce qu'il en va de sa propre conscience. Depuis, on a vu apparaître des conceptions plus modernes de la désobéissance civile. Et bien qu'il n'y ait pas d'unanimité concernant sa définition, le philosophe américain John Rawls et le théoricien allemand Jürgen Habermas ont profité du XXe siècle et de ses nombreux mouvements de droit civique pour proposer une sorte de résumé des débats, à travers deux définitions de la désobéissance civile. De celle-ci, on peut retenir que la désobéissance civile est un acte public et politique s'inscrivant dans un mouvement collectif, consciemment et intentionnellement contraire à la loi et qui appelle à la capacité de raisonner et au sens de la justice du peuple. Ah, j'ai failli oublier quelque chose. D'après ces auteurs, la désobéissance civile se doit également d'être non violente. Une désobéissance non violente. J'imagine qu'elle doit l'être.
Après tout, la désobéissance est justement civile parce qu'elle tient du civis en latin, du citoyen, qui s'oppose au criminalis, à la chose criminelle. La désobéissance est civile parce qu'elle respecte les règles et les exigences de la civilité et donc qu'elle n'est pas une rupture de citoyenneté. Gandhi et Martin Luther King prenaient d'ailleurs eux-mêmes cette non-violence. Pour ce dernier, la non-violence était non seulement juste mais aussi indispensable, la violence étant une spirale descendante qui engendre la chose même qu'elle cherche à détruire. Ça me semble sensé. Mais si de nombreux désobéissants revendiquent en permanence cette non-violence, que penser des autres ? Que penser par exemple des faucheurs volontaires, ces militants qui, engagés à détruire les parcelles d'essais transgéniques et de cultures d'OGM en plein champ, revendiquent la dégradation de biens privés ? Sont-ils moins désobéissants que les autres ? Ou moins civils ? Peut-être que ni l'un ni l'autre. En fait, comme le précise Manuel Cervera Marzal dans son livre Les Nouveaux Désobéissants, une action non violente n'est pas pour autant une action inviolente. Au contraire, être non-violent, c'est paradoxalement reconnaître que la violence est parfois nécessaire, sans pour autant être légitime. John Rawls lui-même soulignait d'ailleurs que parfois, si l'appel échouait dans son objectif, on pouvait être amené à une résistance utilisant la force, une sorte de dernier recours, préférable à l'inaction ou à la passivité. Je vois, une désobéissance non violente. Alors, désobéir. D'accord. Mais à quoi ? À une règle qui ne nous plaît pas ? Non, ça ne suffit pas. Le concept même de règle n'aurait plus aucun sens. Finalement, si on désobéit civilement à une règle, c'est bien parce qu'elle nous paraît injuste. Mais injuste, c'est-à-dire, votre conception de l'injustice est-elle la même que la mienne ? Ma conception d'aujourd'hui est-elle la même que celle d'hier ? Probablement pas. Pour Rawls, la désobéissance à une loi injuste ne trouve de sens que si l'on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté, de la majorité d'entre nous. D'accord, on avance un peu. Cherchons autre part. Ronald Dworkin, philosophe américain, associe la désobéissance civile à la défense de principes supérieurs à l'acte contesté, à la défense de droits tellement essentiels à l'individu qu'ils en deviennent fondamentaux. Ah, on tient peut-être quelque chose. Ce qui est injuste, c'est finalement ce qui ne respecterait pas ses principes ou ses droits fondamentaux. Mais comment juger de ce qui est fondamental ? Des préceptes religieux parfois invoqués pour remettre en cause une loi, feraient-ils l'affaire ? Après tout, Antigone n'appelait-elle pas pour contester le décret du roi Créon aux lois non écrites et intemporelles des dieux ? Difficile à dire. Le problème de ces lois transcendantales est qu'elles sont dotées d'un contenu variable, contingent, qui est susceptible de lectures diverses, nécessairement marquées par la subjectivité de son interprète. Difficile alors d'en faire un critère objectif. Et si on se tournait vers le droit ? Léon Duguy, juriste spécialiste en droit public, soulignait que si l'obéissance à la loi était une nécessité sociale, chacun était libre d'apprécier la valeur d'une loi et de faire tout ce qu'il pourra pour se soustraire à l'application d'une loi contraire au droit. Le voilà, le droit. D'ailleurs, Henri David Thoreau lui-même considérait que le respect de la loi venait après celui du droit. Désobéir, ce serait donc vouloir défendre des valeurs immuables, des principes intangibles du droit. Le principe de dignité humaine, le droit à la vie ou le droit à l'intégrité physique. Dès lors, la transgression d'une loi serait justifiée au nom même des principes et autres droits fondamentaux, reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, ou les préambules de nombreuses constitutions, bref, tous ces textes qui ont une valeur juridique et morale supérieure aux lois ordinaires. Je vois. Mais cela ne va pas non plus sans son lot de problèmes. Ces droits, aussi fondamentaux soient-ils, sont eux-mêmes en perpétuelle évolution ou redéfinition, et de nombreux droits, tels que le droit à l'avortement ou le principe de précaution, ne sont apparus que récemment. Faut-il pour autant les mettre de côté ? Et de la même façon, si deux principes de même valeur existent mais qu'ils s'opposent, comme peuvent le faire le droit de propriété et le droit au logement, que fait-on ? Autrement dit, le cadre est flou, et les militants de la désobéissance civile s'exposent soit à être condamnés pour avoir eu raison trop tôt, soit à l'être pour avoir eu tort. Ok. Une loi injuste, avec tout le flou que peut comporter l'injustice. Admettons. Mais cela a-t-il seulement du sens de désobéir ? Bien sûr, dans un régime totalitaire, le rapport de force est tel que la désobéissance civile est une des seules résistances envisageables. Mais dans un état de droit tel que la France, même si c'est actuellement très discutable, dont le système est fondé sur le respect des règles de droit, autant par la puissance publique que par vous et moi, est-il censé de désobéir ? Puisque désobéir revient à contester une règle de droit, on peut penser que cela est totalement incompatible avec l'état de droit, non ? Le 8 août 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le statut du tribunal international chargé de l'organisation du procès de Nuremberg est adopté.
Au sein de celui-ci, il est écrit que le fait que les accusés aient agi conformément aux instructions de leur gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne les dégagera pas de leurs responsabilités. Autrement dit, le tribunal reconnaît le droit, mais aussi le devoir des citoyens de désobéir à des ordres dont l'exécution porte atteinte au respect des droits de l'homme, et ce, quelle que soit leur fonction. Bref, un devoir de désobéir lorsque la justice l'exige. C'est donc ça, un devoir de désobéir. Parce que, finalement, ce qui fait l'injustice, ce n'est pas tant la loi injuste que l'obéissance à cette loi injuste. Et c'est pour ça qu'on y désobéit. Martin Luther King affirmait d'ailleurs que s'il était le premier à préconiser l'obéissance aux lois justes, au nom d'une responsabilité autant morale que légale, c'était cette même responsabilité morale qui nous commandait inversement de désobéir aux lois injustes. Attendez, une responsabilité morale. Mais s'il existe un tel devoir de désobéir, le droit lui-même doit bien le reconnaître, non ? En fait, oui et non. Bien que l'expression même de désobéissance civile soit rare, sinon absente de la philosophie du droit, certains textes en reconnaissent indirectement l'existence. Sans invoquer la résistance à l'oppression de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou le droit à l'insurrection de la Constitution montagnarde, la désobéissance à la loi est une hypothèse reconnue par le droit qui en délimite strictement les contours au nom de l'intérêt général. Autrement dit, le droit autorise indirectement la désobéissance dans certaines situations. C'est notamment le cas de la légitime défense dont on a déjà parlé, ou encore de l'état de nécessité, qui légitime la désobéissance à la loi lorsqu'un intérêt supérieur exige le sacrifice d'un droit moins fondamental en commettant une infraction. Alors, le droit reconnaît bien une forme de désobéissance civile légitime, mais sans la nommer comme telle, et dans des cas très fermement limités. Super. Le problème, c'est que la désobéissance se fiche un peu de ces cases. Puisqu'elle ne la reconnaît pas dans d'autres situations, la loi ne sanctionne pas la désobéissance civile en tant que telle. Elle sanctionne seulement l'acte illégal commis sous forme de désobéissance civile. Et les désobéissances s'attendent d'ailleurs à ces conséquences juridiques qu'ils comprennent et acceptent. C'est pour cela que les désobéissants continuent de désobéir jusqu'à que la loi change, puisqu'ils ne sont pas punis pour cette désobéissance. Certains ont bien proposé d'intégrer le concept de désobéissance civile à la Constitution pour l'encadrer, mais quel sens cela aurait-il ? Une fois constitutionnalisée, la désobéissance cesserait par essence d'être ce qu'elle est. Comment une telle chose pourrait être compatible avec un état de droit ? Un devoir de désobéir aux lois, quand bien même serait-elle véritablement injuste, dans un système qui impose dans 99% des cas d'y obéir ? Non, ça ne va pas. Et si on changeait totalement le point de vue ? Et si la désobéissance civile quasi absente du droit était en réalité intimement liée à l'état de droit ? Après tout, la désobéissance n'est-elle pas le symptôme d'une absence d'adhésion à la loi ? Désobéir, c'est agir sur le droit, dans une volonté d'y intégrer quelque chose. Si le désobéissant transgresse volontairement une loi, il le fait paradoxalement dans une fidélité au reste du dispositif légal, y compris en acceptant la sanction prévue par la loi contestée. En accord avec Montesquieu, la désobéissance croit finalement en un esprit des lois. Elle vise à empêcher les manquements vis-à-vis de la justice, à contribuer à son évolution. Comme le précise John Jordan, co-auteur du livre-film Les Sentiers de l'Utopie, les actions de désobéissance portent évidemment un refus, mais aussi une affirmation, un désir collectif de ce que pourrait être une alternative. D'ailleurs, notre droit ne s'est-il pas construit en grande partie sur des désobéissances à la loi, du droit du travail au droit de grève ? C'est bien parce que des personnalités ont déclaré avoir avorté dans le manifeste des 343 publié dans le Nouvel Obs du 5 avril 1971 que la législation a fait un bond en avant pour apporter le droit à l'avortement. Comprise comme cela, la désobéissance civile est peut-être finalement une voie d'émergence d'une loi juste, une action désintéressée, orientée vers le seul intérêt général. Elle s'adresse autant à l'opinion publique, qu'elle souhaite majoritairement convaincre, qu'aux autorités dirigeantes qu'elle voudrait voir réviser leur position. Comme le souligne Raphaël Encinas de Monagori, et malgré toutes ces contradictions, la désobéissance civile pourrait bien se ranger parmi les forces créatrices du droit, en ce qu'elle ambitionne d'emporter une modification de l'ordre juridique en place et de le rendre plus juste. Et si, comme le soulignait Georges Bernanos, il fallait finalement beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre. Et si, comme le précisait Henri David Thoreau, nous devions être hommes d'abord et sujets ensuite. Et si, finalement, à défaut d'avoir le droit de désobéir, nous le devions.